Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Re-salut pour ceux qui ont vu déjà la vidéo analyse de cet après-midi. Voici la seconde vidéo de la journée. Réponse à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en story hier soir après la victoire du Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Beaucoup de questions hier après le match, beaucoup de participation et je remercie tout le monde d'avoir participé. Il y a plus de 60 questions, donc ça fait beaucoup, hein, sachant que généralement je prends à peu près peut-être des fois 10 minutes par question ou des fois 5, mais voilà, en gros je pourrais pas prendre toutes les questions, donc désolé d'avance, mais je vais essayer de faire vite, je vais essayer d'en prendre un maximum possible sans que la vidéo soit beaucoup trop longue non plus. On y va. On commence avec Siegfried qui pose la question: repositionner Gavi en 6 de façon permanente, tu en penses quoi? Je suis assez mitigé. Siegfried, je suis assez mitigé parce que d'un autre côté de base, Gavi, je pensais qu'il était un peu plus, tu vois, avec un profil offensif, tu vois, vu qu'il a cette petite qualité technique, cette facilité, je me suis dit pourquoi pas le voir avec un rôle un peu plus offensif, sachant qu'à la Masia en plus il avait un poste un peu plus offensif, tu vois, il était une sorte de faux neuf, milieu très offensif, il marquait des buts, tout ça, donc moi je me suis dit on va se baser là-dessus, tu vois, et tu vois, voir un Gavi un peu plus offensif, tu vois, créateur, tout ça. Mais on le voit depuis qu'il a démarré, Gavi, il aime bien aller au contact, il aime bien la bagarre, il aime bien récupérer des ballons, il se bat pour ça, tout ça, et il commence un peu à évoluer en termes de construction, il se développe dans ce domaine-là, avoir un rôle un peu plus bas, tu vois, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc, est-ce qu'il est prêt à jouer seul en 6, tu vois? Est-ce que ta question c'est est-ce qu'il va jouer seul en point de basse, en pivot, tu vois, à la place de Busquets ou à la place de Romeo cette saison, ou est-ce que plutôt le voir en 6 mais dans un double pivot par exemple avec un Frenchie un peu plus libre et un Gavi qui reste un peu plus bas pour couvrir un peu les montées de Frenchie, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir, oui. Moi je pense que au retour de Frenchie là, quand il reviendra, un de ces quatre, si tout le monde arrête de se blesser, j'aimerais bien voir un double pivot, Gavi, Frenchie, tu vois, et avoir chacun qui échange, tu vois. Frenchie qui aime bien jouer assez bas, qui aime bien ressortir les ballons, venir quasiment au niveau des défenseurs pour aider, pour ressortir les ballons, pour porter le ballon, accélérer un peu le jeu depuis la défense, tu vois. Un Gavi qui reste un peu au milieu en soutien, tu vois, qui apporte des solutions et cette qualité technique justement, s'en servir pour plutôt sortir les ballons plutôt que faire des différences, on va dire, proches de la surface ou de vraiment créer des occasions dangereuses, tu vois. À la place de faire ça, plutôt utiliser cette qualité technique pour ressortir les ballons proprement, pour se défaire d'un pressing, tout ça. Je pense que ça peut être pas mal, ouais. Effectivement, je pense que ça peut être pas mal. On l'a vu avec Thiago Alcantara. C'est pas que je compare, tu vois, Gavi à Thiago Alcantara, mais quand Gavi, je l'ai vu démarrer, j'ai vu du Thiago en lui, tu vois, dans sa façon de se tenir sur le terrain, sa façon un peu de pousser la balle, j'ai vu un peu de Thiago Alcantara en lui, pas totalement, mais voilà. Donc on a vu Thiago qui a démarré comme milieu offensif sous Guardiola, il jouait milieu offensif, milieu relayeur, parfois même ailier gauche, et pourtant il a fini sa carrière, en tout cas il est en train de finir sa carrière, petit à petit il a reculé sur le terrain. Au Bayern il était utilisé dans un double pivot à côté de Philippe Lahm pendant un moment, puis après Kimmich, ou bref voilà. Et pourquoi pas utiliser Gavi de la même façon, un gars qui va te gratter des ballons, qui est pas là pour uniquement tacler, vraiment défendre, tu vois, mais qui va être un gratteur de ballon parce que c'est dans sa nature, et aussi qui va avoir cette qualité technique pour faire un petit peu le jeu, tu vois. Et en plus de ça, il a quand même un volume de jeu, il y va, quoi. Donc pourquoi pas, avec le temps, l'intégrer vraiment dans ce rôle-là, mais là pour l'instant je le vois pas seul en 6, voilà. Pour ma réponse. Ensuite, question de Moulinax qui dit: le match de Félix t'a-t-il fait changer d'avis quant à la priorité de l'acheter à prix raisonnable? Alors moi, j'ai pas changé d'avis sur Joao Félix. J'ai pas dit qu'il fallait pas l'acheter, Joao Félix. Donc du coup, je n'ai pas changé d'avis. Mais oui, à un prix raisonnable, moi je suis pour que Félix, on l'achète, tu vois. Il a envie de rester au club, le club a envie qu'il reste, ça se passe bien sur le terrain, il apporte vraiment quelque chose de différent, cette qualité technique, ce côté créatif, technique dans l'axe, tu vois, qu'on n'avait pas depuis un bon bout de temps. Ce gars qui accélère au cœur du jeu, comme ça, qui déclenche des actions à partir de pas grand chose, tu vois, mais qui va vers l'avant, qui ose. Un profil comme ça, on n'en a pas, tu vois, et Joao Félix, pour sa carrière, concrètement, a plus besoin du Barça que le Barça a besoin de lui, entre guillemets, parce qu'on pourrait très bien aller chercher plein de joueurs, on va dire, qui feraient des différences. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est que le poste là qu'a actuellement Joao Félix au Barça, il est taillé pour lui, je trouve. Donc moi, je serais pour qu'il reste. Mais comme tu le dis, à prix raisonnable, oui. Si c'est pour que l'Atlético Madrid demande 80 ou 100 millions pour Joao Félix, faut pas abuser.
Ça, je suis pas pour. Et de toute façon, que je sois pour ou pas, ça changera rien parce que je pense pas qu'on pourra mettre autant d'argent. Ensuite, on a une question de K-Taps9 qui dit Casado peut nettement prendre la place de Romeu dans l'effectif, tu crois pas? Je pense que oui. Concrètement, Casado, il a les qualités pour ceux qui l'ont suivi avec la B, vous savez très bien que c'est un joueur qui est assez mature maintenant. Autant la saison dernière, autant la saison d'avant encore. Bon, c'est un joueur qui était encore très jeune, tout ça. Voilà, mais là, c'est cette saison-là avec la B, c'est quand on voit ses matchs avec la B, généralement il est au-dessus. C'est lui le patron de l'équipe, il est mature, il est capitaine de l'équipe du Barça B. Alors c'est pas un gars qui a 25 balais non plus, qui va voilà. Mais c'est un gars qui est assez mature, il n'a pas forcément l'expérience, certes, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il a cette intelligence de jeu, cette maturité dans la tête, tu vois. C'est un gars qui a la tête sur les épaules, qui mène déjà tout un groupe, en fait. C'est le capitaine du Barça B, donc en tant que capitaine, il lead tout le groupe, tu vois. Et c'est un peu à l'image aussi de ce qu'on peut voir avec Gavi qui prend ses responsabilités sur le terrain. Un Casado, ça serait la même chose, tu vois. Il n'hésiterait pas à parler, peu importe qui c'est, si c'est Cancelo, si c'est Ronald Araujo, si c'est Christensen. Il va aller lui donner des indications, ouais, vas-y, place-toi là, tu vois, peu importe qu'il soit jeune, tu vois. Donc Casado, pour moi, déjà, il a la maturité pour jouer, et puis en plus, la qualité, je veux dire, on a tous vu les matchs de Romeu, je pense que Casado n'a rien à lui envier, à part son physique, évidemment. Romeu, c'est un CRS, mais je pense qu'en termes de qualité footballistique, oui, Casado a largement sa place devant Romeu, mais le problème, c'est, je sais pas, en fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je connais pas le problème. Je comprends pas pourquoi Xavi n'appelle pas Casado, pourquoi il reste avec la B, alors qu'on voit qu'on a besoin quand même, surtout en l'absence de Frenkie. C'est pas quand Frenkie va revenir, Pedri, Frenkie, quand tout le monde va être disponible, un jour peut-être, c'est pas là que Casado il sera appelé, tu vois. Je pense pas. Peut-être en Coupe d'Espagne dans les premiers tours comme ça, pour faire plaisir, mais du coup ça n'a pas trop de sens, je trouve. On avait besoin d'attaquants, donc tu fais venir Unai Hernandez qui a un profil d'ailier, tout ça, tu peux jouer ailier, milieu aussi à moitié. On a Marc Guiu aussi en attaque, voilà. On avait Hector Fort aussi parce que Sergio Roberto est blessé, donc vraiment si un latéral se blesse, si Cancelo n'est pas disponible ou quoi, s'il se blesse dans le cours de match, t'as pas de latéral droit. On pourrait mettre Baldé, mais c'est trop dangereux, il revient de blessure, tu vois, il est pas à 100%, donc si tu mets Baldé tout le match, t'as un risque de le perdre aussi, donc t'étais obligé d'appeler Hector Fort aussi, un gros talent. Mais voilà, Casado derrière, c'est pas logique parce qu'au milieu t'avais pas trop de solutions hier, on a gardé sur le terrain Lamine Yamal, Ferran Torres, Joao Félix et qui d'autre, et Marc Guiu, qui sont tous des attaquants finalement. Donc on avait un milieu en moins, Ferran je pense, ou Joao Félix jouait à moitié, il redescendait vachement au milieu, tu vois, c'est pas fou. Ensuite on a Nordine Moubarid qui dit j'espère qu'on retrouvera de la maîtrise au milieu car c'est pas trop ça, mais bon, victoire. Oui, on peut pas tout avoir de toute façon, la maîtrise au milieu c'est compliqué. Parce que là, autant en général, je dis que oui, il faut qu'on retrouve cette maîtrise. Je veux dire, avant la trêve, tout ça, on a quand même vu un Barça sans vraiment grande maîtrise. Là, j'ai trouvé que le Barça a plutôt maîtrisé son match, sauf la première. Évidemment, il y avait plus une deuxième mi-temps où on a été beaucoup mieux. La première mi-temps était beaucoup plus compliquée. On n'arrivait pas à sortir le ballon en fait depuis l'axe, comme je l'ai montré dans l'analyse. On jouait surtout long sur des diagonales, Inigo Martinez, Ferran Torres ou Cancelo. Et en deuxième mi-temps, on a trouvé un peu plus de solutions et on avait un peu plus cette maîtrise. Surtout quand Romeu est sorti, j'ai envie de dire, forcément. Mais le problème, c'est que là, avec les milieux qu'on n'a pas, qui sont indisponibles, tu peux pas t'attendre à vraiment avoir une maîtrise totale. Si sur le terrain on a Frenkie, Gavi par exemple, double pivot Frenkie, Gavi, ou un Pedri ou un Gundogan au milieu, tu vois, vraiment Gundogan, Pedri, Frenkie, Gavi, c'est quand même, il y a énormément de qualité là-dedans. Et si avec ces joueurs là qui sont parmi les top joueurs mondiaux en termes de qualité technique, tout ça, de qualité de passe, de vista, de tout ce que tu veux, avec ces joueurs là t'arrives pas à avoir une maîtrise au milieu contre Bilbao. Même si Bilbao a fait un bon match aussi, a bien pressé, tout ça, nous a bien gêné. C'est une bonne équipe, Bilbao, ils sont pas évidents à jouer. Bah si avec ces joueurs-là, t'as pas de maîtrise, là il y a un problème. Mais avec un Romeu sur le terrain, je veux dire, on a tous vu le même match, c'est pas possible, tu vois. En termes de maîtrise, c'est chaud. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, on n'aurait pas dû mettre Romeu. Je veux bien, mais ça, tu fais quoi alors? Tu mets Gundogan en 6, seul en 6. Ok, au milieu, tu mets Fermin Lopez et Gavi et Gundogan en 6. Donc, tu es obligé de mettre Lamine Yamal titulaire. Il revient de blessure. Il n'est pas à 100%. Si tu le mets titulaire et qu'il se blesse, on fait comment? Tu vois? C'est compliqué. Donc, vous allez me dire, oui, on met Casado. Je veux bien, mais tu vois, c'est compliqué aussi. Pour un premier match comme ça, tu mets Casado titulaire contre Bilbao. Ça peut aussi
être risqué pour le jeune joueur, tu vois. Faut penser à ça aussi. Toi, on va penser, je dis pas toi en général, mais les supporters, on va penser à l'équipe, tu vois. On va dire, ouais, mais Roméo, faut qu'il dégage, il sert à rien. Et tu mets Casado, il serait meilleur que lui. Certes, sur le papier, il serait meilleur. Mais imagine Casado, il fait un mauvais match. Pour son premier vrai match, tu le mets titulaire contre Bilbao où il y a beaucoup d'intensité et imagine il passe à côté de son match et là c'est la dégringolade dans sa carrière. Psychologiquement le gars il commence à se sentir mal et tu peux flinguer une carrière sur un petit détail. Alors il y a très peu de chance, je veux dire vu la mentalité en plus du gars, il y a très peu de chance que ça, tu vois, s'il fait un mauvais match, il passera à autre chose et il va se reconcentrer, il a une bonne mentalité. Mais on sait jamais, tu vois, ça peut être risqué aussi de faire démarrer un jeune comme ça titulaire d'entrée, tu vois, beaucoup de pression. Ensuite on a William qui dit Inigo c'est très solide, j'espère qu'il continuera sur cette lancée. Ouais, Inigo c'est très solide, il a fait taire beaucoup de monde après son premier match assez raté contre Majorque. C'était pas évident contre une équipe comme ça qui en plus jouait concrètement le bus, tout ça très compact, c'était compliqué. Il n'y avait pas de solution, il est passé à côté de son match, bon c'était son premier match, voilà. Maintenant là contre son ancien club, peut-être que ça l'a motivé encore plus, mais déjà de faire un match comme ça va le lancer vraiment, ça lui lance vraiment sa saison, et nous ça nous permet d'avoir un joueur vraiment qui a quand même une qualité excellente sur le banc. C'est ce que j'ai dit quand on a signé Inigo Martinez, j'ai dit que c'était vraiment une très bonne chose, parce que le gars c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui a de l'agressivité, de la grinta, tu vois, un mec derrière qui envoie du pâté comme on dit, tu vois, sachant que quand on voit Christensen un peu sous-côté là-dedans, parce que c'est quand même un joueur assez agressif, tu vois, il va au contact, Christensen, mais Inigo Martinez, voilà, il y a peut-être un peu plus ce caractère, ce côté agressif, tu vois, et il a l'expérience, il a la qualité aussi pour les relances, on l'a vu, le jeu long en tout cas, vraiment intéressant dans le jeu long, et voilà, s'il arrive à se mettre en rythme, en jambes, ça va vraiment apporter quelque chose à l'équipe, parce que dans la rotation, tu auras vraiment un joueur sur qui tu peux compter, quoi. Tu joues Bilbao, qui n'est pas une équipe facile à jouer, tu mets Inigo Martinez, le gars te sort une masterclass. C'est bien ça, franchement, c'est bon. Ça se trouve, il y a des chances qu'il soit titulaire contre le Shakhtar. Dans le Classico, je pense qu'il n'y aura pas... je pense que ça sera probablement Araujo Christensen à voir. Mais voilà, ça te permet de... Tu vois, t'as pas un mec comme Clément Langlais qui est là, tu sais, t'es obligé de mettre Langlais pour faire souffler, mais voilà, à tout moment, ou même Eric Garcia la saison dernière, où j'aime bien Eric, mais voilà, il avait pas ce qu'il faut pour assurer vraiment, il a pas la régularité, psychologiquement peut-être qu'il était pas dans un bon moment, mais en tout cas ça n'allait pas, tu vois, c'était un match sur deux. Tu vas mettre Eric Garcia, il va sortir une masterclass, il va être bon, même s'il sera critiqué, mais en tout cas il va être bon, et puis après le match d'après tu vas mettre Eric Garcia, tu te dis il a fait un bon match, vas-y on remet Eric Garcia, et là il est catastrophique, il fait que des fautes, il offre un penalty, tu vois, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Là Inigo Martinez c'est un joueur d'expérience qui peut vraiment apporter et sur qui tu peux te reposer, et ça fait plaisir aussi peut-être à Xavi, tu vois. Il se dit, voilà, je mets ce gars-là, je suis tranquille, tu vois. J'ai pas peur de mettre ce gars-là, tu vois. C'est pas le cas avec tout le monde. Ensuite, question 2, Gerbi qui dit, t'as pu déchiffrer les positions du trident d'attaque? Moi, non. J'avoue que sur le match comme ça... à chaud, quand j'ai vu le match en direct, c'était un peu le bordel, je trouvais, parce que des fois Joao Félix il était dans l'axe, des fois Fermin Lopez il était ailier gauche et Ferran Torres à droite. Il y a un moment on se retrouve avec Joao Félix qui est à droite, Ferran Torres qui est dans l'axe, Fermin Lopez qui est sur la gauche mais un peu dans l'axe aussi, Baldé qui est dans le couloir, donc c'était un peu le bordel, mais concrètement la plupart du temps, quand j'ai revu le match, on voyait Joao Félix qui changeait un peu sa place avec Fermin, mais Joao Félix plus ailier gauche, qui rentrait dans l'axe évidemment, un Fermin Lopez qui était souvent placé en neuf en fait, et qui servait de point d'appui, mais compliqué, donc qui faisait des appels, qui essayait d'attirer les défenseurs. C'est un rôle assez ingrat entre guillemets pour Fermin, parce que c'est pas du tout son poste, c'est pas du tout le profil adapté pour jouer neuf, tu vois. C'est pas un mec qui va peser sur une défense, que tu vas utiliser comme pivot, tu vois, tu vas lui lancer un long ballon, il va te faire des remises de la tête. Non, tu vois. Donc c'est compliqué pour Fermin, mais il a plutôt fait un match correct, je trouve. Il s'est bien battu, il a failli marquer un but, donc c'est plutôt positif, tu vois. Mais voilà, l'attaque c'était ça, c'était Joao Félix et Fermin Lopez qui changeaient vachement leur position, Ferran Torres à droite, et après quand ça a changé, il y a Lamine Yamal qui est rentré, Marc Guiu aussi en attaque, et on avait Marcos Alonso sur l'aile gauche, Lamine Yamal sur l'aile droite, Ferran Torres dans le couloir, dans le demi-espace droit,
Joao Félix dans le demi-espace gauche et Marc Diou en 9, tu vois. Donc c'était un peu du bricolage en vrai, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Encore une fois, pas trop. C'est ça le problème. Ensuite, Zemanika qui dit Café Barça qui nous fait découvrir de jeunes talents à chaque vidéo. Merci pour les travaux, ce but est pour toi. Il me l'a dédicacé, ouais. Non, c'est... Ouais, bah écoutez, moi j'ai l'occasion de regarder les matchs de la B, je me renseigne un peu aussi sur les jeunes. Je regarde pas trop les plus jeunes, c'est pour ça que Marc Diou, je l'ai vu un peu jouer avec le Barça B, principalement, ou en Youth League, en Ligue des Champions, le moins de 19. Je regarde aussi ça, donc voilà, quand je peux, je donne des petites infos ou mes avis, on va dire, sur les jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sont à la Masia et qui sont en train de toquer à la porte petit à petit. Il y a une immense génération, je trouve, quand même. Très peu sont très connus, on va dire. Il y en a qui s'intéressent vraiment aux jeunes et qui connaissent beaucoup de noms, peut-être même plus que moi, parce que je suis très très gros connaisseur non plus de tout ce qui se fait à la Masia. Je connais surtout l'équipe B parce que je regarde quasiment tous les matchs. Mais il y a une très grosse génération qui arrive derrière, de la génération de Marc Diou, tu vois. Même les générations de... par exemple, vous avez la génération de Gavi. Gavi, c'est l'exception. C'est un mec qui est monté déjà très jeune en équipe première, mais il y en a d'autres. Casado est de la génération de Gavi. Garrido aussi. Garrido, on a tendance à l'oublier, il s'est blessé un petit peu, il a des problèmes physiques, mais c'est un joueur qui a énormément de talent aussi au milieu. C'est un petit Xavi, tu vois. C'est un mec très intelligent, qui a une vista, une qualité de passe exceptionnelle, qualité technique aussi. Et après, il y a des générations derrière aussi, Dani Rodriguez, Marc Diou, il y a des Arnaud Pradas, des Lamine Yamal, des mecs comme ça qui ont la quinzaine, 15, 16, 17 ans. Et il y a énormément de talent. Il y a Pau Koubarsi aussi qui a 16 ans, qui joue défenseur central. Il y a Hector Forte, latéral droit, qui a 17 ans, qui a été appelé aussi là. Unai Hernandez qui est un peu plus vieux, mais qui est aussi qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Bref, franchement, au Barça, il y a quand même encore la Masia a beaucoup de talent. Maintenant, il faut pas brûler les étapes, les gars. Là, on donne nos chances, on donne la chance aux jeunes. C'est l'occasion parce qu'il y a tellement d'absents que t'es un peu obligé. Mais tu peux pas non plus faire jouer les jeunes comme tout le monde le voudrait. Par exemple, là, je préviens un petit peu avec Marc Diou, mais quand Lewandowski va revenir, quand on aura des attaquants, Rafinha et tout ça, qui vont revenir, il y a très peu de chances que Marc Diou soit là. Regardez, il y avait Alarcon aussi qui avait été appelé la saison dernière, qui a beaucoup de talent, mais c'est pareil, on l'a pas beaucoup vu jouer parce que c'est compliqué. Lewandowski jouait tous les matchs, il joue tout le temps, tout ça, même quand... Et après, il y a Vitor Roque qui va probablement arriver. Donc des mecs comme Marc Diou, tout ça, à certains postes, en fait, t'auras très peu de temps de jeu, tu vois. C'est compliqué. Il y en a qui peuvent pas avoir beaucoup de temps de jeu, tu les envoies en prêt, puis après tu vois ce qui se passe. Fermin Lopez, par exemple, qui jouait pas beaucoup avec les juvéniles ou avec la B, il l'avait envoyé parce qu'il avait un physique aussi un peu... Il était assez léger, quoi, un petit gabarit. Il avait pas trop sa chance. Le Barça l'a envoyé en prêt à Linares la saison dernière. Il a fait une excellente saison, il revient et il arrive avec l'équipe première, tu vois. Et il a sa chance un peu de temps en temps aussi. Parce que forcément, Pedri est blessé, Frenkie est blessé, tout ça. Donc il a forcément sa chance, il a plus d'occasions, quoi. Mais voilà, c'est dans ces moments-là, de toute façon, que dans les moments les plus difficiles du Barça, il y a beaucoup de blessés, où les résultats, voilà, c'est un peu compliqué. C'est là qu'émergent les jeunes talents. Et quand tu es obligé un peu de les mettre, voilà, ils répondent présent. C'est ça le principal aussi, tu vois. C'est que tu as des jeunes qui ont un gros potentiel et des fois, tu les mets sur le terrain et ça donne rien. Et ça se passe mal et puis après petit à petit tu les oublies. Il y en a eu beaucoup des comme ça. Sergio Roberto on l'a pas oublié. C'est devenu le capitaine de l'équipe tellement. Alors que Sergio Roberto, il n'avait pas forcément un énorme potentiel. Ce qui l'a sauvé, Sergio Roberto, c'est qu'il était très polyvalent, qu'ils l'ont foutu latéral droit. Ils n'ont pas cherché à aller chercher un top latéral droit. Mais cette génération de Sergio Roberto, il y avait je sais pas si vous vous souvenez, mais Christian Tello, il y avait des Refren, je sais plus comment on dit ça, celui qui avait marqué le 5e but de la Manita contre le Real Madrid. T'as des joueurs comme ça qui sont tombés dans l'oubli. T'avais Muniesa aussi, Fontas aussi, je crois, Gumbao aussi, maintenant qui joue peut-être à Grenade ou un truc comme ça. Il y a eu toute une génération dans les années 2010, 2015, tout ça, pendant longtemps. Il y a eu très peu de joueurs qui sont sortis de la Masia, très peu de talent en fait. Puis voilà quoi. Là maintenant, la génération qui arrive à la Masia, elle est assez monumentale, je trouve. Il y a énormément de talent. On verra si après ça confirme dans le temps. Ensuite, question de
Beniel qui dit: trouves-tu que le niveau de Lamine Yamal a un peu diminué par rapport à ses débuts? Alors ça, c'est la question qui revient un petit peu. C'est vrai que ça, c'est pas que ça fait beaucoup parler, mais il y en a beaucoup qui disent: ouais, voilà, Lamine Yamal commence un peu à être un peu moins bon. Moi déjà, j'ai trouvé que sa rentrée, elle était plutôt bonne, mais je le répète encore une fois, c'est ce que je disais quand on a fait démarrer Lamine, que tout le monde voulait voir Lamine Yamal titulaire. Faut qu'il joue, faut qu'il soit titulaire à tous les matchs. Je rappelle que le gamin a 16 ans. Alors certes, tu me parles pas d'âge, comme dirait Mbappé, mais c'est même pas une question d'âge, c'est une question de physique aussi. Tout talent qu'il a, il a un talent quand même assez exceptionnel, il fait des différences, dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose, et j'ai vraiment envie de le voir jouer souvent, Lamine. Mais tu peux pas surutiliser un jeune comme ça. Regardez ce qui s'est passé avec Pedri par exemple. Et Pedri n'avait pas 16 ans. Mais regardez ce qui s'est passé avec Pedri. Il avait beaucoup de talent, on l'a utilisé et voilà ce qui s'est passé. Il faut pas trop être précipité avec les jeunes. Voilà, tout simplement. Tu as des jeunes qui ont beaucoup de qualité, mais qui sont pas encore prêts à enchaîner tous les 3 jours. C'est pas la même chose de jouer. Mais je le répète encore une fois, mais quand il était chez les juvéniles, Lamine, il jouait même pas des matchs entiers. Il jouait pas 90 minutes. Pourtant, il jouait contre des gamins de 15 ans, à des mecs de son âge, quoi. Mais il jouait pas tous les matchs, tout le temps. Tu vois, même en Youth League, des fois, il n'était pas titulaire, tu vois. Il rentrait en fin de match, il jouait des bouts de match, il jouait 1 heure et après il sortait. Et là, il se retrouve en top niveau, en première division avec le Barça et il enchaîne, il doit enchaîner tous les 3 jours parce qu'il n'y a personne d'autre parce qu'ils sont blessés et il joue 90 minutes. Et un gars comme ça qui n'a pas l'habitude, tu peux pas, tu vois, garder ton niveau de performance. C'est compliqué. S'il avait un physique monstrueux, tout ça, certes, mais là, c'est pas le cas. On le voit bien qu'il a vraiment un physique, il a le physique de son âge, quoi. Donc, il a peut-être un petit coup de moins bien, mais c'est normal en fait. C'est normal pour son âge déjà, en termes d'expérience. Et puis par rapport à son physique, c'est normal aussi, il peut pas enchaîner à un top niveau tous les 3 jours. C'est logique pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça Shakhtar Donetsk. Et oui, déjà. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée.